Voici l'image de la ligne d'horizon du Qatar dans les heures précédant cette conversation. Parlons de la réaction de l'Iran. Ils affirment que ce n'est pas terminé, qu'ils continueront à répondre de manière proportionnée. Bien sûr, cela fait suite à l'attaque des États-Unis contre ces installations nucléaires. J'aimerais connaître votre réaction à cela, alors que cette guerre continue de s'intensifier. Du théâtre, essentiellement. Ils devaient le faire, et ils devaient le faire le lendemain. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Bien sûr, il y a eu un avertissement préalable aux Américains, et bien sûr, directement au gouvernement qatari. Al-Udeid était vide. Je suis allé à Al-Udeid. J'y suis allé avant la campagne de choc et effroi. C'est immense, gigantesque. Donc cela leur a demandé un certain effort pour pratiquement tout vider. Mais ils l'ont fait. Jusqu'à présent, eh bien, peut-être que 3 missiles ont touché le sol, mais nous ne savons pas. Il y a de la censure de tous les côtés. Donc nous ne savons pas ce qui a été touché ou non, ou si quoi que ce soit a été touché. De toute façon, c'était symbolique. Ils avaient besoin d'une réponse proportionnelle, pas exactement proportionnelle, parce que vous savez, si ces MOP avaient vraiment perforé, ou si 6 d'entre elles avaient été utilisées, on ne sait toujours pas exactement ce qui a touché quoi, et si quoi que ce soit a été perforé. Bref, 6 missiles, proportionnels. Et bien sûr, le message est quelque chose comme « D'accord, je deviens très musical ces temps-ci, alors en voici une autre pour vous. Motown, nulle part où fuir, bébé, nulle part où se cacher. » Celle-ci s'adresse directement au CENTCOM. Le quartier général du CENTCOM est à Al-Udeid. Donc c'est un message, et c'est un message à tous les pays du CCG, pas seulement au Qatar, ce dont je suis sûr qu'ils ont parfaitement compris. Le message c'est « Trump a provoqué cela pour vous tous. » Trump brought this on you all. And this is our warning to all of you. Et voici notre avertissement à vous tous. S'ils intensifient, leurs bases dans vos pays en paieront le prix. Je suis donc certain que tout le monde a parfaitement compris le message. Émirats arabes unis, Bahreïn, etc. Rien n'indique qu'il y aura une escalade après cela. De la part de l'Iran, certainement pas. Nous en parlions même hier, avant les attaques. Et apparemment, il y a des échos venant de Washington, selon lesquels le maître de piste du cirque ne veut pas d'escalade. Donc peut-être que ce théâtre s'arrête maintenant. Nous ne savons pas. Ce qui ne s'arrête pas, et c'est la partie la plus importante, c'est ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, l'Iran a testé et lancé des missiles qu'ils n'avaient jamais lancés auparavant, comme le Qadr. Ils ont lancé davantage de Fatah 1. They launched more Fatah 1s. They launched more Haji Qassems. Ils ont lancé davantage de Haji Qassem, et ce n'est que le début. Leur stratégie est méticuleusement axée sur la destruction maximale possible de l'économie israélienne et en substance sur sa paralysie. Ils disposent d'une fenêtre de 2 à 3 semaines devant eux, qui s'annonce très prometteuse du point de vue des gardiens de la révolution. Et je vais vous donner l'information qui résume tout. Cela provient de la chaîne 11 en Israël. Ils sont généralement très bien informés sur ce qui se passe au sein du cabinet génocidaire, disons-le ainsi. Le Mossad, le Shin Bet, tout cela. Apparemment, les Israéliens ont envoyé une demande officielle à Téhéran pour mettre fin à la guerre maintenant. La guerre des missiles, disons-le ainsi. Et la réponse iranienne est « non ». Cela se termine quand nous décidons que cela se termine. Encore une fois, quand on commence une guerre, il faut savoir comment la finir. Voilà ce à quoi nous assistons. Et les Israéliens obtiennent exactement ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Donc les 2 à 3 prochaines semaines vont être cruciales. Il ne faut pas oublier que la stratégie iranienne, après les premières 48 heures, lorsqu'ils ont été stupéfaits par l'attaque israélienne, a été de tout reprogrammer. Ils ont remplacé toute la chaîne de commandement. Ils se sont mis à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils se sont ressaisis, et voilà, nous allons frapper tous les nœuds clés d'Israël en fait. Donc maintenant,
Il ne s'agit plus de patience stratégique. C'est une dissuasion stratégique calculée et une offensive. Yuhan, ce qu'ils font exactement, et ce matin l'a prouvé. Cela pourrait être le début de nouvelles attaques dévastatrices, y compris contre des cibles qu'ils n'avaient pas encore frappées, comme le port d'Ashdod et la centrale électrique proche d'Ashdod également. Ils peuvent donc désactiver tous les ports d'Israël quand ils le souhaitent. C'est en cours. Sans parler du fait qu'ils ont déjà ruiné beaucoup de choses. Cela ne compte plus. Ils peuvent désactiver l'aéroport Ben Gurion. Ce n'est pas très difficile. C'est déjà commencé. Ils ont déjà mis hors service Rafael, qui est l'équivalent israélien de Raytheon, Lockheed Martin, etc. Ils ont déjà désactivé le MIT local, l'Institut Weizmann, et la liste continue. Voilà donc leur stratégie. Il n'y aura pas d'attaque frontale contre les États-Unis, car ils savent que ce serait suicidaire. Évidemment, on ne peut pas attaquer frontalement un empire doté d'innombrables armes et d'innombrables armes nucléaires également. C'est donc une décision stratégique très perse, calculée, très sophistiquée, graduelle. Ils disposent effectivement de missiles pour au moins 6 mois. Nous essayons de le confirmer pratiquement chaque jour. Et oui, ils ont suffisamment de missiles. S'ils maintiennent le rythme de bombardement des dernières semaines, ils peuvent continuer pendant au moins 6 mois. Et ce qui s'est réellement passé à Fordow, Natanz et Ispahan, il y a ici et là quelques informations qui émergent. Et c'est fascinant parce qu'en réalité, c'était vide. Tous ces sites, tout ce qui était important, avait déjà été évacué. À Fordow, totalement, des membres du Majlis, le Parlement iranien, plusieurs d'entre eux avaient déjà déclaré que tout avait été évacué plusieurs jours avant, jusqu'à 48 heures avant une éventuelle attaque pendant le week-end. D'ailleurs, C. Hersh, encore une fois, pour qui j'ai énormément de respect, a eu le scoop. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné le scoop. Certaines des personnes directement responsables. C'est très simple. Sy Hersh a le plus grand carnet d'adresses de Washington. Il peut donc appeler tout le monde, et tout le monde peut l'appeler. C'est pour cela qu'il a publié ce scoop. J'en ai discuté avec ce type est vraiment un haut représentant de l'ancienne école de l'État profond, aujourd'hui à la retraite bien sûr, et il n'est plus aux États-Unis, mais en Europe. Mais il sait tout ce qui se passe. Et il a encore tous ses, disons-le ainsi, contacts survivants à Washington et dans l'État profond. Il a dit oui, ils ont choisi Sy parce qu'ils savaient qu'il aurait le scoop et que c'est exactement ce qui allait se passer. Et ce que Sy a publié est exactement ce qui s'est passé, à 2 différences près. Bien sûr, si vous lisez l'article de Sy avant l'attaque, ce qui nous frappe, c'est l'optimisme irréaliste et les rêves absolument pathologiques de cet axe sioniste. C'est vraiment ce qu'ils veulent, évidemment. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est la véritable cible, l'objectif et la configuration de cette guerre. Cette guerre vise un changement de régime en Iran, c'est l'histoire principale, c'est le titre, et tout en découle. Donc maintenant, nous avons tous Ils pensaient avoir tous les éléments, y compris l'intervention américaine, ce dont les iocons et les néocons rêvent depuis au moins la fin des années 90, comme nous le savons tous. Donc maintenant, cela leur tombe dessus. Mais que faire à ce sujet? Et ils n'avaient jamais compté sur la réaction iranienne. Ils n'auraient jamais pu imaginer que ça tournerait au fiasco. C'est ce que l'on constate à l'heure actuelle. Ils pensaient qu'attaque après attaque, cela mènerait à une insurrection en Iran, conduisant à un changement de régime. Et maintenant, ils ont même leur marionnette en attente, ce fils pathétique, encore plus pathétique. Il parle en anglais, cet idiot. Donc on sait qui est le public visé. Ce ne sont certainement pas les Iraniens. Et évidemment, à part le public américain, ce qu'on appelle les tarentules, ces immigrés iraniens qui ont fait fortune,
surtout à Los Angeles, évidemment tous, disons-le, des agents ou des membres de la 5e colonne en somme. Donc c'est une blague. C'est un scénario bon marché et sordide. It's a cheap tawdry script. All the pieces are there, of course. What they didn't Bien count sûr, is tous les éléments sont là. the ethics Ce of qu'ils n'avaient pas resistance prévu, inside Iran. c'est l'éthique de la résistance à l'intérieur de l'Iran. Le fait qu'attaquer l'Iran a unifié le pays comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. Vous savez, j'étais en Iran le mois dernier seulement. Ce qui est fou, on a l'impression que c'était il y a des siècles. Il n'y a qu'un mois, je traversais littéralement l'Iran du nord au sud, de la mer Caspienne, jusqu'au golfe Persique, jusqu'à la frontière entre l'Iran et le Pakistan, en empruntant l'autoroute principale qui traverse l'Iran de Téhéran à Ispahan. J'étais, par exemple, à 10 km de Natanz. Natanz est très proche d'Ispahan. Et le site qui a été bombardé à Ispahan est aussi très très proche. And the site that was bombed in Isfahan is also very, very close. Can you imagine? You were there just a month ago. And all the Et imaginez, vous étiez là il y a à peine un mois. Et toutes les discussions que nous avons eues, on pouvait déjà ressentir un début de sentiment d'unité nationale. Et encore une fois, c'est comme si on se disait, nous luttons contre ces foutus génocides pratiquement seuls, à part le Yémen. Et tôt ou tard, l'Amérique va nous frapper. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme s'ils l'attendaient. Et bien sûr, en ce qui concerne une guerre américaine contre l'Iran, l'Iran s'y prépare depuis plus de 40 ans, surtout ces 20 dernières années, surtout depuis le milieu des années 2000, à l'époque de Rumsfeld et McCain, et tous ces discours, bombarder l'Iran, après l'Irak et tout ça. Donc ils ont été pris de court, bien sûr, pendant les premières 24 heures. They were caught napping, of course, in the first 24 hours. And of course, the big thing was Et bien sûr, le grand sujet était une question très délicate, surtout ici à Moscou. in Moscow. Eh bien, je peux en parler parce que je suis un invité à Moscou et j'ai toujours été traité de manière très très courtoise, avec beaucoup de grâce. Mais parfois, en tant qu'étranger, je peux dire des choses que les médias russes, et même les médias russes proches des sphères du pouvoir, ne peuvent pas dire. La Russie a aidé l'Iran à remettre en place son réseau militaire après qu'il a été piraté au début de l'attaque israélienne. C'est encore un sujet tabou ici en Russie. Il y a eu quelques échos la semaine dernière au Forum de Saint-Pétersbourg, j'ai eu quelques conversations en marge. J'aborde toujours ce sujet, tout comme j'essaie toujours de demander, d'accord, que fait concrètement la Russie pour soutenir l'Iran? Beaucoup de choses nous échappent, et elles ne sont pas censées être rendues publiques. And they're not supposed to be public. And that's very important. The meeting today between Et c'est très important. Putin and Foreign La réunion d'aujourd'hui entre le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Arakchi, jusqu'à présent la réunion a eu lieu il y a quelques heures. Il est maintenant 22h15 à Moscou. La réunion a eu lieu en début d'après-midi ici à Moscou. Aucune fuite substantielle pour l'instant. Mais quelque chose que Peskov a dit était assez significatif. Peskov, comme vous le savez, est le porte-parole de Poutine. Il a dit « Tout dépend de ce que les Iraniens nous demandent ». En gros, il a dit que la balle était dans leur camp. S'ils ont besoin de quelque chose d'extraordinaire, nous sommes prêts. Et dans l'ensemble, ce qui a fuité de ce que Poutine a dit à Arakchi va plus ou moins dans le même sens. Nous soutenons déjà l'Iran, diplomatiquement, bien sûr, et nous sommes ouverts à... Bien sûr, nous voulons résoudre cela diplomatiquement. Et il doit le répéter encore et encore. He has to mention that over and over again. We cannot supply nuclear weapons to Iran because we are part of... Nous ne pouvons pas fournir d'armes nucléaires à l'Iran parce que nous faisons partie du TNP. N'oubliez pas, Poutine est un homme légaliste. Donc c'est exact. Mais, et c'est le sujet de discussion ici à Moscou depuis, les dernières 24 heures, c'est fiévreux. Et si, comme je l'évoque dans ma dernière chronique qui devrait paraître à l'instant, ou peut-être après, qui sera publiée par Sputnik à Moscou, et si Moscou et Pékin proposaient, ou si l'Iran demandait un parapluie nucléaire pour l'Iran, cela signifierait que Moscou et Pékin, ou seulement Moscou, prendraient en charge ce parapluie nucléaire.
Le programme nucléaire iranien resterait civil, non militarisé, mais il bénéficierait de garanties de sécurité de la part des détenteurs du parapluie nucléaire, que ce soit la Russie et la Chine. C'est un scénario possible. Nous ne savons pas si cela pourrait arriver. C'est très complexe, mais c'est possible. Very complex, but it's possible. And there's this element of the famous letter. Et il y a cet élément de la fameuse lettre que l'ayatollah Khamenei a personnellement écrite à Poutine, laquelle a été remise par Arakchi lors de la réunion en début d'après-midi. Nous ne connaissons pas, bien sûr, le ton de la lettre, mais il se pourrait que l'ayatollah Khamenei ait demandé une aide directe à la Russie. Et si c'est le cas, Poutine répondra présent. Même s'ils n'ont pas d'alliance militaire, compte tenu du partenariat stratégique qu'ils ont signé, déjà approuvé par les deux parlements, c'est donc désormais en place. La différence, c'est qu'ils n'ont pas ce que le partenariat stratégique entre la Russie et la Corée du Nord prévoit. Une assistance militaire directe. En fait, d'après ce que nous savons, et cela vient des Russes, mais aussi des Iraniens, pas explicitement, mais on peut déduire ce qu'ils disent, les Iraniens n'en voulaient pas parce qu'ils tenaient à préserver leur indépendance. Cela a peut-être été une énorme erreur. Et après l'attaque américaine, évidemment, cette question est en train d'être réévaluée à Téhéran. La seule façon d'arrêter réellement cette folie, c'est qu'il y ait une arme nucléaire iranienne ou qu'un parapluie nucléaire protège l'Iran. Il n'y a pas d'autre issue. Par exemple, la seule carte que possède l'Iran, la grande carte, c'est le détroit d'Ormuz. Ils ne l'utiliseront que s'ils sont fondamentalement acculés et que la menace existentielle devient insupportable. Ils ne vont pas jouer cette carte maintenant. Ce qu'ils peuvent faire maintenant, et peut-être que nous en sommes au premier stade, c'est un blocus sélectif du détroit d'Ormuz. Cela signifie par exemple que les navires à destination de l'Inde ou de la Chine, les deux principaux clients asiatiques de l'Iran, pourraient passer en toute sécurité. Les navires transportant du pétrole vers l'Occident collectif, l'Europe, etc., pas question. C'est ainsi qu'ils peuvent imposer un blocus sélectif. Cela fait donc évidemment l'objet de discussions en ce moment, car le Parlement a déjà déclaré « oui, bloquer le détroit d'Ormuz ». La décision revient donc maintenant au Conseil suprême en Iran et à la décision finale de l'ayatollah Khamenei. Le fait que nous n'ayons toujours pas de décision signifie qu'ils débattent de la manière dont ils vont bloquer le détroit d'Ormuz. Selon la manière dont ils choisissent d'agir, Danny et vous tous, ce sera l'enfer. Évidemment pour les expéditeurs, pour les assurances, pour les clients, les partenaires commerciaux en Occident, etc. Mais pas autant pour la Chine et surtout l'Inde. J'ai eu un échange d'emails très intéressant avec l'une de mes sources traditionnelles de l'État profond, et il m'a dit que la CIA avait conseillé, ou du moins averti Trump, que les Chinois étaient absolument opposés à la fermeture du détroit d'Ormuz. Et cela a aussi joué. Selon lui, cela a aussi joué dans le plan de Trump d'aller de l'avant et d'attaquer quand même, parce qu'il savait que ça pouvait être une conséquence et que ça nuirait à la Chine. Mais évidemment, Trump ou les personnes qui le conseillaient n'avaient pas envisagé que les Iraniens puissent trouver une solution tierce, à savoir que les pétroliers chinois et indiens bénéficient d'un passage libre. Et peut-être que nous nous dirigeons vers ce scénario, ce qui aurait parfaitement du sens. Fermer totalement le détroit d'Ormuz et faire s'effondrer l'économie mondiale. Ce qui est exactement ce qui se passerait. Goldman Sachs, j'ai beaucoup écrit à ce sujet lorsque j'étais chez Asia Times dans les années 2010, et un autre analyste de haut niveau qui en parlait était Zoltan Pozsar, lorsqu'il était responsable de la stratégie chez Credit Suisse. Pour MSF, nous n'étions que quelques-uns à en parler il y a des années.
Parce que si le détroit est complètement bloqué, et cela inclut le côté omanais du détroit, cela fera s'effondrer l'économie mondiale à hauteur de milliers de milliards de dollars. Et bien sûr, cette montagne de produits dérivés qui, il y a des années, selon Goldman Sachs, atteignait le quadrillion de dollars. Was in the quadrillion dollar range. I remember Warren Buffett at the time. Je me souviens que Warren Buffett avait dit à l'époque que cela serait comparable à une réaction en chaîne après une explosion nucléaire en termes de destruction de l'économie mondiale, en particulier de la partie occidentale de l'économie mondiale. Donc, si la situation devient critique, l'Iran peut jouer cette carte ultime, mais plus tard dans la partie. Pour le moment, il se concentre sur le jeu des prochaines semaines qui consiste à neutraliser Israël. Et c'est là-dessus que nous devrions porter toute notre attention. Et le fait que les Israéliens cherchent déjà à obtenir la paix, entre guillemets, est un très bon indicateur que cela fonctionne. A very good indicator that it is working.